Donc ce travail, ben, il s'appuie sur un grand nombre l'investissement d'un grand nombre de personnes. En plus du projet Mambo, c'est un travail qui est exploré, co-développé dans le cadre du projet Plante Agroéco, un projet qui s'intéresse à l'extension de PlanteNet pour la production de services d'intérêt dans le domaine de l'agroécologie. Et il y a notamment une thèse qui est menée, celle de Giulio Martellucci, co-encadré avec Fabrice Vinatier pour essayer de pousser les barrières de ce qui est aujourd'hui une limite à l'usage de ces techniques de reconnaissance visuelle automatisée pour l'analyse d'images complexes que sont des communautés végétales. Donc le webinaire se structure avec une brève introduction, une présentation générale du mode opératoire du fonctionnement de l'outil PlanteNet Plot et de comment on l'a mis en œuvre et on l'évalue, une présentation donc, sous forme de démonstration en ligne qui sera effectuée par Thomas Payot. Ensuite, la conduite d'un exercice pratique où donc vous récupérerez des identifiants pour manipuler vous-même les interfaces qui vous seront présentées dans le cadre de la démonstration de Thomas et une discussion générale finale. Donc, il est mis en œuvre par l'atelier, là aujourd'hui, il est mis en œuvre par différents collègues. Donc, euh, deux collègues ingénieurs en informatique, Rémi Pallard et Thomas Payot, une collègue botaniste, Vanessa Eke, Alexis Joly, qui est chercheur en sciences des données à l'INRIA et co-encadrant de la thèse de Julio et co-responsable avec moi de PlanteNet, et Jean-Marc Sadaillan, chef de projet au sein d'INRAE, qui nous accompagne dans le cadre des activités PlanteNet. On avait globalement la même typologie dans ce webinaire que dans celui qu'on a eu pour GeoPlanteNet, à savoir 20% de personnes issues de bureaux d'études, environ un tiers de participants de la recherche et près de 50% de personnel issus de l'OFB ou associés à des structures partenaires de l'OFB et impliqués dans la gestion des territoires. On prévoit de terminer à 16h10. Le webinaire est enregistré pour nous faciliter sa rediffusion auprès de participants, notamment dans les dom-toms qui n'auraient pas pu le suivre. C'est important d'utiliser le chat pour les questions d'ordre technique, le chat dans Zoom seulement. Et par contre, toutes les questions sur l'usage et les fonctionnalités de ce service autour de l'analyse de communautés végétales, on vous invite à les indiquer dans le document en ligne disponible dans le lien partagé par Jean-Marc. Ici, on est sur une tiny URL qui est différente de celle partagée par Jean-Marc, mais qui renvoie au même, au même contenu. Et enfin, on vous invitera à remplir un questionnaire post-webinaire pour évaluer avec nous la pertinence de ce qu'on a fait. Donc, ce service sur l'analyse de communautés végétales, il est accessible et disponible aujourd'hui pour les seuls comptes PlanteNet ayant des droits d'accès à ce service-là. Et il permet aujourd'hui des partenaires de le tester pour l'analyse d'images soit de carrés de végétation, soit de scènes végétales relativement complexes produites par différents capteurs, qu'il s'agisse de photos paysagères produites avec des tablettes, de photos issues de drones ou de caméras embarquées. Et l'idée, c'est d'expérimenter le potentiel de ces techniques d'analyse visuelle sur des contenus plus difficiles, plus complexes que ceux habituellement connus et traités dans PlanteNet, et notamment pour soutenir tous les acteurs qui doivent effectuer des inventaires botaniques. Et on pense que c'est un type de service qui peut les soutenir à faire des inventaires plus fréquents pour mieux mesurer les changements, notamment dans la composition des communautés et des habitats, ou alors de répliquer ce type d'inventaire sur un plus grand nombre d'espaces, puisque souvent, en fait, le temps pris pour réaliser ces inventaires est un facteur limitant pour les répliquer spatialement. Et donc, c'est une limite forte à notre capacité collectivement à pouvoir mieux mesurer les changements des communautés végétales dans le milieu. Donc l'objectif globalement, c'est de découvrir les fonctionnalités de ce service. Aujourd'hui, je dirais
c'est la première fois qu'on va en élargir l'usage à de nouveaux utilisateurs. Donc, c'est vrai qu'on est très preneur de toutes les limites et les retours que vous pourriez nous faire. Et c'est aussi une opportunité pour vous qui participez de faire la demande d'accès et pouvoir éventuellement ben, nous accompagner dans l'évolution de ce travail-là pour qu'à terme, il y ait un plus grand nombre de personnes qui en profitent et qui en bénéficient de manière, je dirais, fructueuse. Donc les Planted Plots visent principalement à essayer d'estimer la présence d'espèces visibles dans une image produite à haute résolution. Donc si vous connaissez déjà la plateforme PlantNet, euh, l'écart principal, c'est le traitement d'images haute résolution et la tentative de prédiction de communautés végétales. Donc, en plus de la prédiction de la liste des espèces, on vise à prédire leur couverture, alors on va dire spatiale, mais c'est plutôt visuel, c'est-à-dire que pour toutes les espèces qui se chevauchent, on ne prédit que ce qui est visible. Donc, c'est plutôt une couverture visuelle que spatiale. Et également les structures morphologiques, notamment les organes reproducteurs, quand ils sont visibles pour donner des indications sur le stade de développement phénologique des espèces. On va passer à une overview une vue générale de PlantNet Plots. Donc, globalement, on vise à pouvoir tirer profit dans le cadre de nos activités des données coproduites à travers la plateforme PlantNet, qui sont des observations ponctuelles de plantes photographiées en gros plan sur le terrain. Et donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment de tirer profit de 15 années de recherche et développement dans le développement de cette plateforme qui est PlantNet et capitaliser au mieux sur les ressources visuelles validées, collaborativement validées et régulièrement enrichies pour permettre de passer de l'analyse de données visuelles telles qu'on les voit sur la gauche de cet écran à ce qu'on voit à droite, qui sont donc des photos plus ou moins avec des protocoles d'acquisition plus ou moins structurés de communautés végétales, dans lesquelles donc on va voir un grand nombre d'espèces, des parties de l'image qui ne sont pas nécessairement recouvertes par des espèces, des chevauchements entre espèces, des espèces à des stades de développement très différents, des espèces présentant des tailles et des organisations dans l'image très différentes. Et donc, on vise à essayer de capitaliser sur les millions d'occurrences PlantNet validées et illustrant aujourd'hui près de 77 000 espèces à l'échelle mondiale à l'analyse d'images telles que vous les visualisez sur la droite des images de haute résolution. Alors là, on a un usage qui semble transcrire l'usage de PlantNet à des images plus complexes, mais on vise aussi à travers ce dispositif à analyser des images qui ne correspondent pas nécessairement au scénario d'usage connu dans PlantNet, notamment par rapport à des images de type Google Street View, des images produites avec des capteurs embarqués sur des véhicules qui feraient des photos du paysage dans lequel on va visualiser en fait un complexe d'espèces, depuis des herbacées jusqu'à des structures arborées, ou même à terme utiliser ce type de service pour analyser des images de canopées végétales, donc avec des données produites à travers des drones. Donc c'est vrai que les drones se sont euh, massivement distribués partout sur la planète pour essayer de caractériser mieux, plus finement l'environnement. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a un potentiel pour, au regard de l'amélioration des capacités de gestion des drones et des optiques qu'ils embarquent, il y a des possibilités de tendre vers la reconnaissance d'espèces directement photographiées à partir de ce type de capteur. Et donc, toute notre démarche, elle vise à essayer d'appréhender ce type de contenu visuel nouveau. Donc, on a expérimenté dans le cadre de nos travaux deux types de méthodologies qui sont illustrées ici à travers les deux lignes. Donc, la première consistait à faire en sorte que les modèles de reconnaissance visuelle qu'on mobilise, ils soient capables de digérer des images haute résolution. Il faut savoir qu'en fait, ces modèles-là, il y a 10-15 ans, ils ne fonctionnaient que sur des images de quelques centaines de pixels de côté. Petit à petit, leur capacité à ingérer, à tirer profit d'images de plus grande dimension
euh, est apparu. Cependant, ils restent aujourd'hui euh, limités par leur capacité à pouvoir, de manière brute et intrinsèque, euh, faire une prédiction de plusieurs classes visuelles à partir d'une image de grande dimension, présentant un grand nombre de pixels. C'est vraiment une limite de ce type d'architecture, de ce type de modèle. Et donc, on a aussi expérimenté une deuxième approche par tuilage, donc, qui consiste à découper une image haute résolution en vignettes, à analyser chacune de ces vignettes, chacune de ces tuiles, et à resynthétiser à l'échelle de l'image d'origine l'ensemble des prédictions obtenues au niveau des vignettes. Et il s'avère, au regard de ce qu'on a été capable de faire avec la première approche et avec la seconde, que, a priori, les approches par tuilage sembleraient être les plus prometteuses. Donc, on a mené des évaluations sur ces méthodologies à travers la mobilisation de deux jeux de données. Un qui portait sur un peu plus de 14 000 images produites avec une caméra embarquée et photographiant des bords de route au Danemark. Images qui ont été labellisées par des experts pour indiquer la présence et l'absence d'espèces euh, envahissantes dans ces zones-là. Et un deuxième jeu d'évaluation qu'on a donc coproduit au cours des 2 dernières années avec différents partenaires dans le cadre des projets européens cités et dans le cadre du projet mentionné également, du projet français mentionné également. Et donc, où là, on vient mettre à disposition des images telles que celles illustrées en bas à droite de l'écran, où on a des photographies de communautés végétales euh, présentes au sol, photographiées avec des smartphones mis à l'horizontale et qui couvrent une zone de 50 centimètres de côté. Donc on a une normalisation ici du type d'image qui est traitée. Contrairement aux images du jeu de données avec les caméras embarquées, où du fait que le paysage est plus ou moins loin du véhicule, en fait, on a une assez grande hétérogénéité du type de prise de vue analysée. Et donc, dans le cadre de la campagne internationale d'évaluation de moteurs de classification qu'on organise depuis 2011, qui s'appelle Plante Clé, au cours des 2 dernières éditions, donc en 2024 et cette année, en 2025, on a proposé aux participants qui le souhaitaient de tester leur capacité à correctement lister les espèces dans une image de communauté végétale à partir de données d'apprentissage qui sont celles produites dans le cadre de PlanteNet et qui sont illustrées avec les images indiquant les noms des espèces, ici la cardamine, la festuc, le lotus, le pois, etc. Et donc les participants à ce challenge, ils avaient comme objectif d'essayer de caractériser autant que possible la bonne communauté présente sur une image haute résolution. Donc en fait, comme je le disais, c'est l'approche par tuilage qui semble être la plus prometteuse et ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats s'appuyaient sur ce type de démarche. Donc en fait, une image originale, elle peut être divisée de différentes manières. Et donc l'une des implémentations qu'on a dans PlanteNet, c'est de recadrer l'image originale à différentes échelles qui permettent d'avoir une première échelle où on va diviser l'image en deux, puis une plus haute où on va la diviser en un plus grand nombre de tuiles, etc., etc. Et une fois qu'on a les prédictions sur l'ensemble de ces tuiles à différentes échelles, on vient synthétiser au niveau des échelles les plus petites, en fait, quelle est l'espèce la plus probablement observable. Et donc, ça nous donne une possibilité d'identifier les zones où il y a un consensus dans les prédictions faites pour différentes tuiles et de venir proposer les espèces les plus probablement observables dans l'image originale. Euh, alors, ben, évidemment, on doit définir les bons seuils de confiance pour ce type de méthodologie, et ce n'est pas une chose simple, puisqu'en fait, comme on vise à prédire une communauté végétale sur des scènes relativement différentes, les seuils varient énormément en fonction du protocole d'acquisition ou en fonction des espèces. Il va y avoir des espèces qui, selon leur stade phénologique, sont
très facilement prédites avec un très haut score d'identification, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et tout l'enjeu, c'est trouver, identifier les bonnes méthodologies et définir les bons seuils pour avoir des prédictions de communauté les plus justes possibles. Donc ici, vous visualisez les performances obtenues à travers l'approche euh, PlantNet en utilisant le service de reconnaissance PlantNet directement sur le jeu d'évaluation de PlantClé 2024. Donc vous voyez que l'approche qu'on a proposée, elle se situe en deuxième position parmi l'ensemble de celles qui ont été proposées par les participants. Là, on voit un snapshot des propositions des participants. Depuis, on a amélioré ces méthodologies, on a des perspectives qui nous permettent de voir comment aller de l'avant pour faire en sorte que ces performances eh ben, elles soient encore meilleures, c'est-à-dire qu'on passe à 30, peut-être 40, un jour 50% de prédictions correctes de la communauté végétale visible sur une image, sachant qu'aujourd'hui, on se situe plutôt globalement dans les 20-25%. Mais ça va dépendre des contextes, ça va dépendre des communautés, ça va dépendre de la qualité des images, du volume de données d'apprentissage dont on dispose pour les différentes espèces présentes, etc., etc. Donc ces évaluations et cette dynamique de recherche, elle est explorable à travers différentes publications scientifiques. Donc il y a eu deux publications dans des journaux mentionnés ici à gauche et des overviews partagées donc au sein de la conférence internationale clé, qui est une conférence annuelle et dans le cadre de laquelle on a proposé deux campagnes d'évaluation sur ce thème-là. La prochaine étant elle aussi destinée à essayer d'encourager la communauté scientifique à progresser sur ces questions-là. Donc, les outils qu'on vise à rendre opérationnels et que vous allez pouvoir explorer, en tout cas l'un d'entre eux aujourd'hui, c'est un outil web qui est en fait un module de reconnaissance de communauté végétale disponible à travers la version web de PlantNet. Donc, si vous êtes familier avec l'interface web de PlantNet, vous retrouverez un certain nombre de mécanismes et fonctionnalités que vous connaissez, mais en fait, c'est tout un espace nouveau que vous allez découvrir tout à l'heure. Comme ce n'est pas un service qui est public, il vous faut en demander l'accès, et donc notamment dans le euh, formulaire qu'on a mis en ligne, dans le questionnaire, dans le document partagé tout à l'heure à 15 heures par Jean-Marc, vous trouverez le formulaire de demande d'accès à différents services développés dans le cadre de PlantNet, dont celui-ci. Donc les objectifs du développement de ces outils, c'est à la fois de permettre de disposer d'un outil web de visualisation et téléchargement des données prédites pour une communauté végétale, donc photographiées en haute résolution, et de fournir un accès à l'analyse d'images de communautés végétales à travers un service, donc sous forme d'API, qui va permettre à des tiers disposant de données en grand nombre de tirer profit de ce service pour analyser les images dont ils disposent, qu'ils ont produites. Donc les données qu'on mobilise sont principalement des données issues de la plateforme PlantNet, donc co-validées par le réseau des utilisateurs de cette plateforme et éventuellement complétées pour un certain nombre d'espèces par des données d'apprentissage issues de la plateforme intergouvernementale du GBIF. Donc il faut savoir que PlantNet contribue depuis plusieurs années à la plateforme du GBIF. Elle y contribue de manière assez massive, c'est l'un des principaux contributeurs à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, la plateforme PlantNet, elle couvre près de 74 000 espèces à l'échelle mondiale, donc structurées selon différents apprises géographiques, et on mobilise près de 14 millions de données visuelles d'occurrence pour l'entraînement de nos modèles. Donc, les interfaces se structurent de la manière suivante à travers l'explorateur d'outils PlantNet. Vous allez retrouver un outil parcelle qui vous permettra d'accéder à une interface dédiée à la gestion, l'exploration, l'annotation de ce type de contenu visuel nouveau. Et comme vous le verrez dans la démonstration qui sera faite par Thomas, vous accéderez pour une image uploadée donc, dans sa résolution d'origine à une prédiction d'un ensemble d'espèces
qui sont donc supposés être observés et observables dans l'image soumise à haute définition. Alors, Thomas fera une démonstration principalement des interfaces web qui vous permettent d'interagir avec ce service et ses fonctionnalités. On ne présentera pas ici, sous forme de démonstration, l'usage de l'API pour l'analyse de ce type de données, mais il faut savoir qu'on a déjà des partenaires donc, qui ont demandé l'accès et qui bénéficient d'un accès à ce service-là pour analyser des contenus qu'ils ne déposent pas sur la plateforme PlantNet. Donc les partenaires qui ont par exemple des données issues de drones, issues de caméras ou de gros corpus de données visuelles produites dans d'autres cadres et qui souhaitent les évaluer, ils créent un compte sur la plateforme myplantnet.org et donc c'est principalement à destination d'étudiants en informatique ou de chercheurs et ingénieurs en informatique. Ça leur permet d'obtenir une clé. Et grâce à cette clé, ils peuvent utiliser le service de reconnaissance visuelle. Donc, on modère, hein, parce qu'en fait, c'est un service très consommateur en ressources, puisque une image dans sa résolution d'origine génère plusieurs centaines de requêtes sur le modèle de reconnaissance PlantNet. Et donc, à partir de ce service-là, ben, on collabore avec l'université danoise d'Aarhus, notamment, dans le cadre d'un projet pilote Biodiversa, et où il y a différentes transects qui ont été parcourus en voiture avec des caméras embarquées. Et donc sur la carte de gauche, vous voyez un certain nombre de points. Les points bleus sont ceux qui ont été analysés avec notre approche. Et vous voyez sur l'image de droite le résultat de l'une de ces prédictions, donc qui est une image produite aux Açores par des entités portugaises, des partenaires portugais et où on vient détecter la présence d'un gunéria dans l'image. Et donc le gunéria, ici, il est visible à travers la fenêtre en rouge dessinée sur l'image qui a été produite à partir d'une caméra embarquée. Et on voit que c'est une prédiction correcte ici de la présence de ce gunéria. Donc il illustre comment l'API peut être utilisée dans des cadres de trames méthodologiques qui ne s'appuient pas sur les outils que vous allez consulter maintenant. Je vais maintenant laisser la parole à Thomas, qui va vous faire une démonstration de PlantNet. Bonjour. Alors, je vais partager mon écran. C'est OK? Ouais, OK. Euh, donc, comme Pierre vous l'a expliqué, ces nouvelles interfaces qui permettent de créer des relevés de végétation, elle est disponible sur la version web de PlantNet, donc l'URL identify.plantnet.org. Et c'est vraiment une nouvelle brique à ce logiciel existant. Donc, Euh, vous retrouvez dans le menu Explorer un nouvel item de navigation qui est Parcelle. Euh, donc si je clique dessus, donc là j'arrive en fait sur la page d'exploration de toutes les parcelles qui ont été pour l'instant créées par les différents utilisateurs de cette fonctionnalité. Donc pour l'instant, comme Pierre le disait, cette fonctionnalité elle est en bêta qu'on pourrait dire fermée, c'est-à-dire qu'on traite les accès, les demandes d'accès au fur et à mesure et on donne des accès aux gens qui sont intéressés par ce type de fonctionnalité pour avoir des retours d'usagers. Et on le teste nous dans le cadre des différents projets européens sur lesquels on travaille. Donc actuellement, on se rend compte qu'on a déjà créé, enfin les utilisateurs de l'application ont déjà créé 3610 relevés de végétation. Et si on regarde un petit peu la carte, donc on voit un peu la répartition, donc principalement en Europe, mais une grosse partie, si je zoome, voilà, qui a été fait sur Madagascar. Et l'autre partie qui a été fait en Europe autour de différents projets, donc sur la Méditerranée,
au niveau France et aussi de l'Espagne vers Barcelone, on a un cas d'étude sur ce projet. Euh, voilà, donc une première manière un peu de rentrer dans ce nouvel outil, c'est d'explorer un peu les données déjà générées par les autres utilisateurs. Donc à partir de cette interface, on peut déjà faire pas mal de choses. Par exemple, si je veux, on va pouvoir rechercher donc sur les différentes parcelles grâce au titre, enfin à leur titre. Donc, par exemple, si je m'intéresse à Guardon, donc ce projet sur lequel on travaille européen, et on voit qu'il y a 522 parcelles qui ont été créées dans le cadre de ce projet, hein, qui ont le nom de ce projet dans leur titre. Alors, je vais les classer par un récemment créé. Donc voilà, donc là j'ai les plus récentes qui ont été créées en mai, 31 mai 2024. Donc l'année dernière, la collecte de cet été n'a pas encore été renseignée dans l'outil. Donc là on a la collecte qui a été faite l'été dernier. Euh, je vais pouvoir venir aussi filtrer donc, ces différents relevés. Voilà, pour avoir par exemple que ceux qui ont été faits voilà, à partir de telle date et jusqu'à telle date. Euh, Si je veux vraiment que ceux de l'été dernier. Et chose assez intéressante, on va pouvoir filtrer aussi par euh, type d'habitat. Donc, par exemple, si je m'intéresse à un habitat en particulier, je vais pouvoir vraiment filtrer ma liste sur là, voilà, un habitat de méditerranéen. Et donc, là, ma liste s'est mise à jour, donc j'ai plus que 10 relevés. Donc, quand tous été faits voilà, dans le cadre de Guardon, on voit que c'est le même intitulé. Et si je dézoome, la carte s'est mise aussi à jour, c'est recentré sur ces 10 parcelles-là. Et donc là, c'est dans le cadre du projet Guardon, des relevés qui ont été faits sur les plages à Barcelone. Voilà. Donc, c'est, je vais en ouvrir un. Par exemple, donc, si je clique voilà, donc aussi, chose importante, c'est qu'actuellement, tous les relevés qui sont enregistrés dans PlanteNet sont publics. Ils sont éditables que par l'auteur du relevé, mais ils sont visibles en lecture seule par tous les utilisateurs qui ont accès à la fonctionnalité parcelle. Donc ça permet un peu d'explorer toutes ces données. Donc là, voilà, on voit comment est fabriqué un relevé finalement, c'est euh, une ou plusieurs images qui ont été faites de ce quadrat, de cette zone sur laquelle on va sampler une liste d'espèces et associer une liste des espèces qu'on a trouvées dans cette surface plus quelques métadonnées comme la position GPS à laquelle ce relevé a été fait, l'habitat dans lequel il a été fait et la flore correspondante à à cette localisation. Euh, voilà. Là, des petites choses, on va pouvoir, quand on a une liste d'espèces assez grande, on va pouvoir venir la trier euh, en fonction des probabilités ou des couvertures. Par exemple, là, la couverture, voilà. Là, on a une couverture égale sur les deux et une probabilité aussi, donc ça ne change pas. Mais on va pouvoir venir trier cette liste d'espèces. Et là, ici, on voit la couverture totale en fait, qui est mis à jour en fonction de la liste d'espèces et de la couverture de chaque espèce. On va tout de suite aller essayer de créer à partir de un nouveau relevé, comme si soit on revenait d'une collecte et on va renseigner voilà, les images et les listes d'espèces associées qu'on a fait. Ou on imagine aussi pouvoir le faire sur le terrain on a essayé d'optimiser l'interface pour qu'elle fonctionne assez bien sur tablette. Donc l'idée serait on essaye de pousser vers cette optique-là, d'avoir un outil qui soit utilisable aussi sur le terrain, sur tablette, pour pouvoir renseigner, faire la photo directement sur le terrain, avoir la liste d'espèces qu'on peut rentrer directement et avoir les prédictions aussi, comme on va le montrer après.
Donc, on a un petit bouton au-dessus qui s'appelle Créer, qui permet de créer une observation, un groupe. Ça, c'est les trucs qu'on peut faire classiquement actuellement dans PlanteNet. Et ceci rajoute parcelle quand on a les droits de cette nouvelle fonctionnalité. Si je clique sur Créer une parcelle, voilà, je tombe sur ce petit formulaire qui va me permettre de créer mon relevé. Euh, je vais avoir deux informations qui sont obligatoires. Le titre, donc, par exemple, voilà, et la date. Pour l'instant, je ne vais pas renseigner la date, on va faire que le titre et l'image. Donc, si je vais chercher une image d'un plot, voilà, donc par exemple ici, j'ai été chercher une des images et quand on est sur sa tablette, ça peut être aller chercher une image dans sa photothèque ou ça peut être, on va avoir le choix de prendre directement une photo et de l'uploader directement dans le formulaire. Euh, on voit ici que la date s'est mise à jour automatiquement. Elle a été extraite en fait des données EXIF de la photo. Donc au maximum, on essaye d'extraire des données telles que la géolocalisation ou la date quand elles sont présentes dans les EXIF, les données de l'image. Ce qui est le cas souvent quand on a fait des photos avec un smartphone ou qu'on fait directement la photo avec sa tablette. On va avoir ces données de géolocalisation et de date qui sont directement encodées dans l'image. Donc nous, on peut les exploiter, ce qui permet de renseigner son formulaire assez rapidement. Et ici, voilà, là, il n'y avait pas de données de géolocalisation de l'image, donc je vais venir placer voilà, à la main mon point. Euh, on va avoir trois autres informations qui sont pas optionnelles. Une description, donc là, c'est vraiment des notes à propos du relevé qu'on est en train de faire. Donc c'est un champ libre, un champ texte libre. On va pouvoir prendre des notes sur ce relevé spécifique. On a un champ floor. Ça, c'est intéressant de le configurer sur une valeur spécifique. Donc, par exemple, là, je sais que je suis dans la zone Europe du Sud-Ouest, donc je vais aller chercher ma flore Europe du Sud-Ouest. Ça va restreindre le nombre d'espèces disponibles dans le modèle. Et donc, les prédictions vont être faites que sur un sous-ensemble d'espèces. Et du coup, les prédictions vont être améliorées par rapport à un modèle qui prendra en compte la totalité des espèces mondiales. Donc, quand on est dans une zone, on est dans une zone spécifique, quand on fait son relevé, il faut sélectionner une flore adaptée euh, à son lieu. Et sur l'habitat, donc soit on peut aller rechercher un habitat, voilà, ici on a de l'autocomplétion pour aller chercher donc les habitats ENIS de la même manière que sur GeoPlanteNet, on s'est adossé aux habitats ENIS, donc la même nomenclature. Et on utilise du coup le service GeoPlanteNet dans PlanteNet pour venir prédire des habitats potentiels par rapport à la position GPS qu'on a renseignée ici. Donc mon relevé, il a une position GPS. On peut la fournir à GeoPlanteNet pour qu'ils nous disent, dans cette zone, je te prédis, on va prendre les top 3, euh, les trois premiers habitats prédits. Et donc, c'est une suggestion qu'on fait à l'utilisateur pour éviter ce clic de taper les quelques premières lettres pour le trouver. Ça permet de rentrer, voilà, renseigner cette valeur de la manière la plus simple possible. Ce qu'on essaye de faire globalement, c'est que le temps de réalisation de ces relevés, il soit le plus petit possible. Donc tout ce qui est saisie manuelle, on essaye à chaque fois de l'automatiser d'une manière ou d'une autre, comme sur la géolocalisation, la date, voilà, les habitats. Donc à chaque fois qu'on ait le moins de clics possible, le plus d'automatisation, ou en tout cas de suggestions à l'utilisateur pour qu'il ait plus qu'un clic à faire et pas à taper des choses. Parce qu'on sait que quand on est sur le terrain, quand on est sur un mobile ou une tablette,
bah, c'est du temps perdu et c'est aussi plus difficile en termes d'interaction que juste de valider une réponse. Donc, on essaie au maximum de donner des suggestions à l'utilisateur. Donc là, je vais créer ma parcelle. Voilà, donc je me retrouve avec une parcelle là, qui est la même interface que celle que j'avais en lecture, mais là, maintenant, je suis en édition. Je retrouve l'image que j'ai renseignée, je retrouve ma géolocalisation, mon habitat, ma flore, et je retrouve ma liste d'espèces qui, pour l'instant, est vide. Voilà. Je vais avoir plusieurs moyens de renseigner des espèces, d'associer des espèces à mon image, enfin, à mon relevé et à l'image. La première et la plus simple, ça va être à la main, donc en recherchant manuellement une espèce. Euh, Par exemple, hop, je vais pouvoir chercher une espèce avec. Donc, on est toujours dans le référentiel WCVP, comme sur GeoPlanteNet. Euh, on a une gestion des synonymes, donc il est possible de taper des noms qui ne sont pas dans le référentiel WCP, mais qu'on a en synonyme et on va faire ressortir l'espèce auquel elle est synonyme. Donc ça permet d'ajouter, enfin de taper un nom différent de celui qui est peut-être enregistré dans notre référentiel, mais d'arriver à quand même trouver l'espèce qu'on cherche. Voilà, donc là j'ai rentré Silène italica à la main. Et je vois qu'on m'a mis une probabilité de 100% parce que je l'ai rentré à la main, donc c'est une donnée dans laquelle je suis sûr à 100%. On verra après, voilà, parce qu'il y a une probabilité par rapport à la manière euh, automatisée par IA d'ajouter des espèces qu'on va voir maintenant. Voilà, quand je suis sur une image, donc je peux afficher mon image si je clique dessus. Je vais pouvoir cliquer sur la petite loupe ici, voilà, pour lancer le processus de reconnaissance automatisée des différentes espèces sur l'image. Donc, comme l'expliquait Pierre, contrairement à PlanteNet où on essaye de reconnaître une espèce la plus proéminente sur une image, euh, là, on essaye de reconnaître plusieurs espèces en faisant plusieurs tuiles qui vont séparer l'image en petites images sur lesquelles il y aura une seule espèce. Euh, Plusieurs choses. Donc là, on peut voir que d'un côté, sur la gauche, on va avoir une liste d'espèces prédites. Donc là, par exemple, j'ai quatre espèces qui ont été prédites et je vois qu'il m'a déjà entouré en vert Silène italica, parce que celle-là, je l'ai déjà renseignée manuellement. Donc, elle est marquée comme déjà renseignée. Je vois qu'il a prédit trois autres espèces et, et je vois plusieurs choses. Je vois les scores. Donc là, en haut à gauche de chaque petite carte d'espèces, comme sur PlanteNet, je vois un score de probabilité de prédiction de présence. Donc là, la probabilité de présence de cette espèce sur cette image, elle est de 62%. Et j'ai aussi un score de couverture estimée. Donc l'IA estime la couverture de cette espèce dans l'image. Donc ce qui me donne un pourcentage voilà, de remplissage par cette espèce du quadrat, hein, du carré euh, qui a été relevé. Et j'ai aussi deux autres infos qui sont les organes visibles de cette espèce. Donc, est-ce qu'il a détecté des feuilles, des fruits, des fleurs pour cette espèce? Donc, c'est multi-organes. Du coup, il peut avoir détecté des fleurs et des fruits et voilà. Contrairement à ce qu'on fait sur PlanteNet habituellement sur les observations, on essaye de faire une observation. On pousse les gens à faire une observation d'un seul organe à la fois. Donc une photo de la fleur, des feuilles, du fruit. Voilà. Là, on essaye de trouver les différents organes qui ont été prédits. Euh, Aussi intéressant, ce que je peux voir sur l'image elle-même, c'est que l'image, elle va montrer les espèces qui ont été, les zones
euh, sur l'image où chaque espèce a été le prédite avec le score le plus fort. Donc, l'endroit où je suis le plus susceptible de trouver Silène nutans, l'endroit où je suis le plus susceptible de trouver Silène italica, bah, il me le montre. Il l'a peut-être détecté à plein d'endroits dans l'image, mais on essaye d'afficher à l'utilisateur bah, l'endroit où là où le modèle est le plus sûr de lui oui, de la trouver bah, pour que l'utilisateur puisse vérifier cet endroit-là en premier avant de chercher à valider ailleurs. Parce que l'idée, c'est que voilà, il y a besoin d'une occurrence de cette plante dans tout le quadrat pour l'ajouter à sa liste. Donc, autant chercher sur l'endroit où le modèle a l'air le plus fiable. Euh, Chose intéressante aussi, je vois que tout ce qui est en pointillé, c'est des espèces qui sont pas encore ajoutées dans ma liste. Et une fois que je l'ai ajoutée, elle passe en solide, en très plein. Ouais, donc le Silane italica, je l'ai déjà ajoutée, elle est verte et elle a un très plein. Et les deux autres, ben, c'est des espèces que j'ai à valider, à voir si elles sont vraiment présentes dans mon plot. Euh, je vais pouvoir venir classer par nom d'espèce ou par probabilité de présence. Là, j'ai classé actuellement par couverture estimée. On voit que le classement ne change pas parce qu'on est à peu près équivalent sur les deux, sur la couverture et sur la probabilité qui se recoupent. Et je peux classer par nom d'espèce, voilà, différents classements. Et par défaut, j'ai un filtre par score. Donc par défaut, on limite le score entre 20 et 100%. On n'affiche que les résultats entre 20 et 100%. Parce qu'on on va dire qu'au-delà, sous 20%, entre 20 et 0, voilà, c'est des prédictions qui sont beaucoup moins bonnes. Et on estime que par défaut, on n'a pas forcément envie de les montrer à l'utilisateur et que c'est à lui de faire la démarche de voir voilà, ces prédictions qui sont beaucoup, beaucoup moins fiables. Et on voit qu'il y a des nouvelles espèces qui sont apparues sur l'image, qui ont été prédites en plus. Voilà. Et dans la liste aussi, du coup, je vois que j'ai plus d'espèces prédites. Hop. Euh, donc on voit que j'ai 62% sur celle-ci. Petite fonctionnalité aussi que j'ai désactivée tout à l'heure, mais qu'on teste actuellement. C'est voilà, quand vous passez votre souris sur chaque espèce, chaque résultat, vous allez avoir un masque qui est créé sur l'image en fonction des prédictions de où le modèle a prédit cette espèce. Et donc, ça va laisser éclairer et assombrir les endroits où elle n'est pas prédite et laisser éclairer les endroits où elle est prédite. Donc, ça permet aussi là, pas de visualiser une zone où elle a la meilleure prédiction, mais plutôt de se dire, ah, elle est plutôt prédite dans cette zone et celle-ci, elle est plutôt prédite dans cette zone. Donc voilà, c'est intéressant pour des espèces qui sont prédites sur quelques endroits. On voit, ça permet aussi de valider un peu ce que le modèle a vu. Se dire, ah ok, il a vu cette espèce, enfin il l'a prédit, mais il l'a prédit où? Où est-ce qu'il a vu cette espèce? Est-ce que c'est vraiment celle-ci qu'il a vue? Donc ça, c'est les choses qu'on est en train de tester avec différentes visualisations aussi. On va essayer de trouver quelle est la meilleure. Là, on a voilà, testé des choses où on a plus une espèce de zone de chaleur. Voilà, plus c'est jaune et plus c'est probabilité de présence de cette espèce, elle est forte à cet endroit-là. Donc on voit que bah, ça recoupe hein, cette idée du carré là qui montrait la zone avec la plus forte prédiction. Si je regarde ça, bah, on est vraiment sur le hotspot de là où elle était prédite, là aussi. Euh, Petite fonctionnalité aussi intéressante, quand je clique voilà, sur une des images d'une espèce prédite, je vais pouvoir voir une galerie de ces images pour pouvoir comparer bah, avec ce que j'ai sous les yeux sur le terrain, euh, avec bah, est-ce que ça ressemble vraiment à cette espèce. Voilà. Et aussi bah, aller voilà, sur cette espèce allez voir la fiche, allez voir les galeries PlanteNet. Donc là, je suis vraiment sur la page de cette espèce sur PlanteNet et je vais pouvoir accéder ben, à des galeries d'images de fruits, d'images de la fleur, des feuilles pour pouvoir valider la prédiction. Ah, si je retourne dans mes prédictions, on va dire que voilà, je vais ajouter Silène
nutans aussi. Je ferme mes prédictions. Donc, elle s'est ajoutée ici en bas dans ma liste. Donc, j'ai maintenant deux espèces et je vois qu'il a ajouté la couverture. Donc, j'ai 26% de couverture sur cette espèce, calculée par l'IA. Et je vois que les deux organes aussi ont été prédits, ont été ajoutés. Euh, alors, l'idée là, c'est qu'on va pouvoir venir éditer ces métadonnées associées à chaque espèce, parce qu'elles sont pas forcément correctes, ou je vais les optimiser ou les ajuster par rapport à ce que moi je vois sur le terrain. Donc, je vais venir cliquer juste sur l'espèce. Là, j'ai un petit panneau qui s'ouvre et je vais pouvoir venir rentrer un taux de couverture différent. Donc, par exemple, je dirais que c'est plutôt 30%. Et j'ai vu aussi les fruits, par exemple, de cette espèce. Et donc, je vois que la couverture totale, ça a été mise à jour à 30. Je vais le faire aussi pour celle-là, qui n'avait pas de taux de couverture par défaut, puisque celle-là, je l'ai rentrée manuellement. Donc, je vais pouvoir venir ajouter voilà, 45% peut-être. Et voilà. Ici, on est sur les feuilles. Voilà. Donc là, je commence à construire ma liste d'espèces avec ces métadonnées d'organes, de couverture, et j'ai ma liste qui se construit. Euh, Une autre manière de venir ajouter des espèces, si je viens de ce petit menu là, ajouter des espèces depuis, je vais retrouver trois manières. Donc, identification multi-espèces, bah, c'est ce qu'on a vu avant. C'est l'identification de plusieurs espèces sur cette grosse image. Mais je vais pouvoir aussi faire une identification mono-espèce, donc l'identification classique PlanteNet. Donc, imaginons que je suis sur le terrain. Euh, Sur cette grosse image, il y a des choses trop petites qui n'est pas possible pour l'IA de détecter. Mais bah, je vais pouvoir me rapprocher avec ma tablette et venir faire une image de très près de cette petite espèce, par exemple de la fleur ou du fruit de cette espèce. Et donc là, je vais retomber sur une identification PlanteNet classique d'une seule espèce avec une vue très rapprochée. Donc on va le faire avec une image de test. Hop, non, non, c'est pas très. Voilà. Et donc là, je lui ai fourni une image. Donc cette image fournie, elle peut venir d'une photothèque ou directement de l'appareil photo de la caméra de la tablette. Ou si sur le terrain, vous avez fait des images de votre vue, de votre quadrat de haut, mais vous avez peut-être associé aussi plusieurs images de vue rapprochées avec juste on voit une des espèces. Et vous allez pouvoir venir identifier ces espèces-là précisément et rajouter du coup ces espèces à partir de cette identification monoespèce. Donc l'idée c'est de combiner les deux mécanismes de PlanteNet, donc l'identification multi-espèce sur une grande image ou l'identification classique PlanteNet d'une seule espèce en vue rapprochée sur un organe. Et en combinant ces différents aspects, on va pouvoir en ajouter directement depuis l'identification automatique d'un quadrat. Et puis sur les choses où on est moins sûr ou les choses qui sont très petites ou cachées, on peut venir compléter en fait avec des observations PlanteNet classiques. Euh, je vais pouvoir venir aussi supprimer voilà, des espèces juste en cliquant ici. Et dernière chose, donc ici, on retrouve la flore qu'on a définie au début, Europe du Sud-Ouest. Donc ça veut dire que ça va nous filtrer cette liste-là quand je vais rechercher ici une espèce. Ça va aller me chercher que dans le pool d'espèces associées à cette zone Europe du Sud-Ouest. Si je suis sur une espèce qui est invasive ou une espèce qui n'est pas référencée dans ce référentiel, je vais pouvoir switcher momentanément de référentiel. Par exemple, prendre la flore mondiale.
qui me permettent d'avoir toutes les espèces disponibles dans PlanteNet. Et là, je vais pouvoir faire une recherche sur toutes les espèces pour pouvoir la trouver et l'ajouter dans ma liste d'espèces. De la même manière, si je tombe vraiment sur une espèce qui n'est pas dans le référentiel ou qui a un nouveau nom, voilà, une espèce qui a changé de nom, je veux rentrer une espèce avec un autre nom, on bride pas les noms ici. Voilà, imaginons, voilà, je ne trouve rien avec l'espèce que j'ai tapée. Bah, je peux ajouter l'espèce quand même, voilà, telle qu'elle. Ça ne fera pas un lien vers une espèce référencée dans PlanteNet. Voilà, par exemple, quand je clique ici, j'ai un lien vers cette espèce qui est référencée dans notre référentiel. Ici, voilà, je vois que j'ai pas du tout de lien. C'est une espèce qui n'est pas reconnue par PlanteNet. Voilà. Mais je peux quand même la renseigner. Ce qui permet aussi de référencer des choses comme, par exemple, pour de la couverture, si on est sur des quadrats où il y a beaucoup de lichen, de mousse ou de rochers, euh, on peut imaginer, enfin, nous, on a des utilisateurs qui ont fait ça qui voulaient renseigner cette valeur euh, avec une couverture, par exemple. Bien sûr, c'est l'effet démo. Ah oui. Non, c'est pas l'effet démo, c'est une bonne erreur. Donc, ouais, par exemple, si j'ai rentré 75%, je me rappelais plus qu'il y avait ça. Et bah, ça m'a fait une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai déjà rentré 45 et 30 pour les deux autres espèces. Donc, je peux pas avoir un taux de couverture qui est supérieur à 100%. Et donc, j'ai rentré une valeur trop grande. Donc, du coup, faut que je mette. Voilà. Et là, il me laisse la rentrée. Voilà, donc ça m'a permis de rentrer ces valeurs-là, aussi des espèces que nous, enfin, dans PlanteNet, il n'y a pas d'espèces de mousse, de lichen, c'est pas quelque chose qui est supporté dans le référentiel d'OECVP. Du coup, mais ça permet quand même de les renseigner au besoin avec cette fonctionnalité. Euh, pour éditer, ouais, ici on a un petit crayon juste qui permet d'éditer le nom de son plot et la date, l'habitat, la flore, le GPS, la description, un peu toutes ces valeurs qu'on a renseignées au début quand on a créé notre parcelle. Et une fonctionnalité assez intéressante ici qui permet de créer la parcelle suivante. Bah, l'idée, quand on fait par exemple des relevés à un même endroit, où on fait successivement, on va faire plusieurs quadras qui se suivent sur un transect par exemple, euh, bah, souvent on va avoir le même nom incrémenté d'un nombre, on va avoir la même flore, le même habitat, les mêmes coordonnées GPS ou juste à côté. Donc l'idée, c'est de pouvoir cliquer là-dessus. Je vois que là, il a incrémenté mon nom, donc ça s'appelle plus Gordon A1, mais Gordon A2. Je retrouve ma flore, je retrouve mon habitat, je retrouve ma géolocalisation. Voilà, j'ai plus qu'à ajouter ma nouvelle image de ce nouveau quadrat et la nouvelle liste d'espèces. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir, comme je disais au début sur le formulaire, de pouvoir enchaîner le plus rapidement possible pour les utilisateurs et de ne pas avoir ces manipulations fastidieuses de création de formulaires où on doit re-rentrer à chaque fois les mêmes valeurs. Donc on essaye d'automatiser. Et de la même manière, là, pour la liste d'espèces, ce qu'on va essayer de faire et les évolutions futures qu'on a dans l'outil, c'est aussi, au lieu de ne pas utiliser que la saisie manuelle et la saisie automatique grâce aux IA, mais aussi de suggérer à l'utilisateur des espèces qu'on sait qui vont être là. Donc, par exemple, en utilisant le quadrat précédent qui a été créé au même endroit, a priori, il va y avoir un recoupement entre les deux listes d'espèces. Donc, on pourrait déjà lui suggérer, bah, dans le plot précédent, il y avait telle espèce, telle espèce, telle espèce, et on peut de cette manière-là cocher et remplir rapidement sa liste d'espèces. Et juste donc supprimer celles qui sont pas dedans ou ajouter les nouvelles grâce aux outils automatisés ou au champ de recherche manuel.
Dernière chose, tous ces plots qu'on va créer là sur l'interface, alors on les retrouve tous dans la page plot puisqu'ils sont publics et ils sont tous disponibles ici. Mais aussi on va les retrouver dans mes données ici. Donc ça, mes données, c'est tout ce que moi j'ai fait sur la plateforme, donc toutes les observations PlanteNet classiques, tous les groupes auxquels j'appartiens, et j'ai un nouvel onglet qui est créé qui s'appelle Parcelles, où je retrouve toutes les parcelles que j'ai créées euh, moi. Voilà, donc là, c'est vraiment que les miennes qui vont apparaître ici. Donc le plus facile pour retrouver et rééditer ces parcelles, hein, c'est d'aller dans mes données et parcelles, et voilà, retourner. Là, je retourne sur la parcelle que j'ai faite tout à l'heure. Donc, donc vous le disiez, pour l'instant, les parcelles, elles sont créées par un utilisateur, éditables que par cet utilisateur. Donc là, c'est moi qui ai créé cette parcelle. Il n'y a que moi qui peux l'éditer. Les évolutions futures de la plateforme, on veut aller vers quelque chose où on puisse collaborer autour de ces relevés et mieux organiser ces relevés. Pour l'instant, voilà, les relevés que je vais créer d'un même projet, d'une même thématique ou d'un même lieu, ils sont pour l'instant indépendants, ils n'ont pas de hiérarchie. L'idée sur laquelle on est en train de travailler, c'est de pouvoir les travailler sous forme de groupes pour pouvoir les classer au même endroit et pour pouvoir du coup être plusieurs utilisateurs dans un même groupe qui vont collaborer et qui vont pouvoir créer tous dans ce groupe des parcelles et éditer peut-être les parcelles des autres utilisateurs aussi de cette manière-là. Et dernier point que j'aborderai, c'est la question de la récurrence des relevés. Donc, quand on fait un relevé sur une même zone, mais tous les 6 mois on revient, ou tous les 3 mois on revient faire un relevé du même carré, euh, ça c'est quelque chose qu'on va supporter aussi dans le futur. Donc, de pouvoir pas créer juste un autre relevé qui n'est pas en lien avec ce premier, mais de pouvoir créer des relevés successifs à partir d'un premier relevé dans le temps et de créer un nouveau relevé de cette même zone à un temps t différent. Et du coup d'avoir des données de synthèse aussi, de visualisation autour de ces relevés dans le temps, des analyses que nous on pourrait fournir, voilà, des données qui ont été rentrées. Voilà, je vais repasser la main à Pierre pour la suite. Un grand merci, Thomas. Merci. Un très grand merci. J'arrête le partage. Ouais, voilà. Alors, on va poursuivre et conclure avec une manip de votre côté. Donc, l'idée, c'est que vous récupériez les identifiants qui sont inscrits ici sur l'écran ou que vous pouvez copier-coller directement depuis le document qu'on a partagé en ligne, donc le formulaire de questions-réponses. Donc, dans le formulaire de questions-réponses, à la page, pas la page, je dirais la quatrième, cinquième, vous allez retrouver en fait l'URL où aller et les identifiants pour vous loguer sur la plateforme PlanteNet. Donc avec login et mot de passe. Et donc ce compte-là, qui est donc un compte temporaire, que vous allez pouvoir utiliser pendant l'atelier, vous permet de vous loguer sur PlanteNet. Alors, je vais juste attendre que vous m'assurez que vous pouvez bien vous loguer. Et une fois que vous êtes logué, il vous faudrait télécharger l'image qui est indiquée dessous dans le formulaire. Voilà. Donc, qui est une image de communauté végétale qu'on a produit il y a une dizaine de jours dans une réserve naturelle avec laquelle on travaille depuis déjà 2 bonnes années pour l'expérimentation de ce type de méthodologie. Donc, c'est la réserve naturelle du Banias située à Agde, donc qui est datée, géolocalisée. Et donc, il faut que vous la récupériez. Et une fois que vous l'avez, euh, je vous indique la suite des activités. Je vois qu'il commence à y avoir un peu moins de clics
sur les données, là, les documents. Donc, quand vous êtes logué sur la version web de PlanteNet, qui était donc indiquée, hein, et qui est accessible depuis le site plantenet.org ou ensuite l'URL identify.plantenet.org, voilà, on souhaiterait vous demander 3 points pour vous familiariser avec l'exploration des parcelles. Donc, le premier, c'est est-ce que vous pourriez retrouver quel est le prénom de la personne qui a produit la parcelle intitulée parcelle A2 Andoaella. Donc il vous faut il faut vous loguer d'abord, ensuite aller sur l'outil euh, d'exploration des plots. Donc, j'attends que vous le fassiez, et puis moi, petit à petit, je vais également le faire de mon côté. Donc quand on est sur PlanteNet, on a ici explorer, une fois qu'on est logué, hein. Donc l'authentification se fait en haut à droite de l'interface. Une fois qu'on est logué, on peut aller sur explorer et là accéder aux parcelles. Ceci permet de visualiser la parcelle qui était partagée par Thomas tout à l'heure, l'interface pardon, qui était partagée par Thomas. Et donc là, l'idée, c'est de rechercher l'une de ces parcelles, donc qui s'appelle parcelle underscore 2 A2 et Andoaella. Donc j'espère que vous y êtes arrivé à vous loguer, que vous ne rencontrez pas trop de difficultés. Donc cette parcelle, elle a été créée par Rove, qui est un partenaire de l'Université nationale d'Antananarivo à Madagascar. La deuxième question qu'on voulait vous poser, je vais peut-être les inverser, je m'excuse, c'était où se trouvait cette parcelle. Et donc en fait, vous pouvez visualiser où elle se trouve grâce à la carte située en bas à droite du détail d'observation de cette parcelle. Vous pouvez dézoomer et changer le fond cartographique. Donc ça vous permet de voir où la parcelle a été créée, donc à l'extrême sud-est de Madagascar. Après, la question qu'on voulait vous poser, c'était combien de parcelles Rove a-t-il produit? Donc pour ça, il vous faut cliquer sur son nom. Donc dans PlanteNet, en fait, quand on clique sur le nom d'utilisateur, on peut accéder à son profil et on peut voir le nombre d'observations qu'il a produites et le nombre de parcelles en cliquant sur l'onglet parcelles de son compte. Donc il en a produit 29. Donc maintenant, on va passer à des fonctionnalités plus avancées où vous n'explorez pas les contenus produits par des tiers, mais vous allez vous-même produire une parcelle. Donc ce qu'on souhaiterait vous demander, une fois que vous avez récupéré donc l'URL, enfin l'image présente à cette URL, que vous l'avez téléchargée sur votre ordinateur, qu'on souhaiterait vous faire, c'est que vous amorcez la création d'un plot, d'une parcelle. Et donc, pour ça, vous allez sur l'interface de création d'une parcelle. Et l'idée, c'est que vous donniez comme intitulé à cette parcelle les identifiants suivants. Plot, underscore, test, underscore, et idéalement, si ça vous embête pas trop, les 3 initiales de votre prénom suivies des 3 initiales de votre nom. Ce qui fait que ça devrait limiter assez drastiquement le risque de cas où vous auriez un même nombre de parcelles saisies.
Donc je le rappelle, hein, aller dans l'interface pour créer une parcelle et comme identifiant de nom de parcelle, indiquez plot underscore test underscore les trois lettres de votre prénom suivies des trois lettres de votre nom de famille. Donc ça, c'est pour la saisie du nom de la parcelle. Après, il conviendrait de sélectionner la flore d'Europe du Sud-Ouest, qui est la flore de PlanteNet, qui est celle qui couvre en fait la localité dans laquelle cette parcelle a été observée. Et ensuite, vous pouvez uploader cette image. Donc, je vais faire la manip avec vous. Donc, je vais dans l'espace des parcelles. Je vais créer une parcelle ici. Ah, je vois que vous êtes nombreux à y être arrivés. Déjà, on les voit là. Je vais créer une parcelle, indiquer un nom de parcelle. Et ensuite, glisser l'image que vous avez préalablement téléchargée. Ah non, c'était pas celle-là. Et donc, lorsque vous la glissez, en fait, ça génère automatiquement la date et la localisation de la parcelle. Donc, bien penser à sélectionner l'Europe du Sud-Ouest et à créer la parcelle. Donc, à partir de là, on souhaiterait vous demander d'activer l'identification automatisée par analyse visuelle de cette image. Et donc, ça se fait en cliquant sur la loupe située en bas à droite de l'image que vous avez uploadée. Donc, ceci permet de visualiser le résultat de l'identification avec donc trois espèces correctement, dans ce cas-là, détectées. Le verbascum, qui est ici, sur la gauche de l'écran, là, en vert. L'hélichrysum, qui couvre une grande surface, mais assez diffuse, avec les infrutescences de couleur légèrement brun clair ici. Et le Lagurus ovatus, dont on voit les infrutescences sous forme de pompons blancs, assez discrètes. Donc, on souhaiterait que vous sélectionnez les trois espèces, que vous affichez donc sur votre écran, et ensuite, nous souhaiterions que vous éditiez ce résultat, donc en changeant et en complétant un certain nombre de choses. Donc la première chose, c'est en augmentant la surface de couverture de l'Helichrysum stoecas, qui a été estimée avec une couverture plus faible que ce qu'elle est en réalité, donc qui est à 16% d'estimation, alors qu'en fait, il représente au moins 40%. Donc, on souhaiterait vous demander de modifier cette couverture-là. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le nom de l'espèce. Ça ouvre le panneau de droite de l'écran et de changer le taux de couverture. Voilà, en cliquant sur le nom de l'hélichrysum, je suis capable de changer le taux de couverture ici. Et après, on souhaiterait vous demander d'ajouter deux espèces. Donc, la silène italica, qui n'a pas été vue, mais entre autres parce qu'elle n'est pas visible. C'est une espèce qui est présente dans la photo en fruit, mais à une taille qui n'en permet pas la perception. Donc l'indiquer avec un taux de couverture de 2%. Et vous pouvez indiquer qu'elle est en fruit. Et la deuxième espèce qu'on voit en bas de l'interface, ici là, c'est le Cynodon dactylon et qui n'a pas été
qui n'a pas été vue par le modèle. On n'a pas réussi à capturer cette espèce-là. Mais donc, on a déjà une bonne base puisqu'on a automatiquement détecté le verbascum en haut à gauche, l'hélicryse qui est pourtant pas en grande forme, dirons-nous, donc avec pas mal de feuilles séchées et quelques infruitescences, et le Lagurus ovatus qui est globalement assez flou parce qu'en fait il est à un étage de végétation qui ne permettait pas d'avoir la photo nette depuis le sol jusqu'à la hauteur où se trouvaient les infruitescences du Lagurus. Et pour conclure, on souhaiterait vous demander d'exporter le résultat que vous avez produit et généré. Et donc, pour cela, vous cliquez sur le bouton en forme de crayon à côté du titre de votre plot, en haut à droite. Ça ouvre un petit panneau de configuration et les trois petits points situés au-dessus du titre vous ouvrent un panneau qui vous permet d'exporter les informations saisies pour ce plot. J'espère qu'une majorité d'entre vous auront réussi à produire ces plots. En tout cas, ouais, on voit que ça a été plutôt concluant. On voit pas mal de plots de test que vous avez réussi à produire. Un grand merci. Donc, on va poursuivre et conclure. On a un tout petit peu de retard. Je vais conclure plus rapidement que prévu, hein, mais partager les derniers éléments qu'on prévoyait de partager avec vous. Euh, Donc, pour les prochaines étapes, ben, on prévoit de continuer la prise en compte de retours utilisateurs et vous êtes parmi les premiers finalement avec lesquels on ne collabore pas de manière très proche qui commençaient à consulter ces interfaces. Donc, on sera très preneur de vos retours, que ce soit pour la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités ou l'amélioration de l'ergonomie. Ben, petit à petit, on prévoit l'ouverture des services avec une sorte d'ouverture croissante de l'accès à l'interface que vous venez de manipuler, mais aussi à l'API qui permet de traiter des données de manière plus massive. En termes d'évolution sur les pistes d'expérimentation qu'on a menées, donc on a exploré, puisque PlanteNet ne permet pas l'identification de mousse et lichen, on a essayé d'expérimenter la mobilisation de données d'entraînement complémentaires pour un modèle qui permettrait de détecter les zones de terre nue sans végétation, les zones avec des mousses et des lichens, et pour éviter la confusion avec des espèces qui, à certaines échelles, pourraient être confuses avec ces espèces de mousses et lichens. On travaille également avec le JRC depuis plusieurs années. Le JRC, c'est le Joint Research Center européen. C'est le laboratoire de recherche européen hein, qui expérimente et met en œuvre des activités de recherche favorisant la mise en œuvre de la politique européenne. Et notamment, ils nous ont mis à disposition depuis quelques années des données de l'inventaire Lucas, qui est un inventaire pluriannuel mené depuis plusieurs années, qui est adossé à des données visuelles et sur lesquelles on pense pouvoir essayer d'expérimenter des approches non supervisées qui permettraient de tirer profit de données de végétation plus ou moins similaires à celles qu'on vise de, de traiter. Ici, vous avez une illustration des activités de recherche menées par Julio, dont nous avons parlé au début du webinaire. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir mobiliser deux sources de données complémentaires une fois qu'on génère une liste d'espèces pour l'analyse d'une image. Donc à gauche est illustrée la base d'inventaires qui concerne plusieurs centaines de milliers d'inventaires réalisés à l'échelle européenne dans le cadre des travaux et de la base Lucas, EVA, pardon, European Vegetation Archive. Et en fait, l'ensemble de ces relevés botaniques, c'est des relevés de présence-absence. Donc c'est des relevés exhaustifs de végétation. Et donc ces relevés-là, ils nous permettraient de savoir dans
et de comparer par rapport aux prédictions que génère notre méthodologie avec le modèle PlantNet sur une image, quelles sont les co-occurrences déjà connues à travers cette base et quelles sont celles qui ne le sont pas, pour essayer de mieux prendre en compte les co-occurrences connues. Et sur la droite, on a une illustration des confusions possibles entre espèces. Et donc, Julio a travaillé sur la production d'une base des confusions visuelles prédites à partir de notre modèle d'IA pour savoir quelles sont vraisemblablement les espèces visuellement les plus proches et donc celles avec lesquelles notre modèle peut faire le plus de confusion. Et donc, l'idée, c'est d'évincer peut-être les espèces qui ont un fort taux de probabilité de co-occurrer avec une partie de la communauté prédite et de ne garder que celles qui co-occurrent dans des relevés déjà faits et qui ne sont donc probablement prédites que par confusion visuelle avec des espèces vues dans la communauté végétale. Après, ben, comme l'a dit Thomas, on souhaite permettre de gérer les trans secs et le suivi récurrent d'un même plot. L'extension à de nouveaux usages, donc notamment dans le cadre de la continuité de notre participation à un challenge international qui s'appelait X-Prize Rainforest et qui visait à expérimenter des techniques automatisées pour le monitoring de la biodiversité des forêts tropicales humides. Et donc, on s'attache à évaluer les capacités de ce type de méthodologie sur des données produites par des drones. On souhaite, au fur et à mesure de l'ouverture de ces services, pouvoir bénéficier de retours et la poursuite de mise en œuvre de collaboration. Donc, typiquement, ben, vous l'avez vu, on travaille avec l'université d'Antananarivo à Madagascar, différents partenaires européens, l'université de Montréal, le ministère de l'Environnement québécois, pour voir dans quelle mesure ces méthodologies, eh ben, elles permettent de répondre à une partie de leurs besoins et elles peuvent progresser grâce à leur investissement et au partage d'expertise ou de données qui pourraient nous mettre à disposition. Et un gros enjeu, en plus d'augmenter les performances, c'est aussi de réduire le coût computationnel. C'est-à-dire qu'une image haute définition génère plusieurs centaines de requêtes d'identification sur le modèle PlantNet. Et donc, si on veut faire passer à l'échelle ce type de méthodologie, vous n'avez pas forcément attendu très longtemps pour obtenir un résultat, mais dans tous les cas, un passage à l'échelle pour permettre le traitement de dizaines, centaines de milliers, voire quelques ou plusieurs millions d'images par an, passera par l'identification de techniques qui permettent de réduire le coût informatique de ce type de traitement. Ben, je vais vous remercier au nom de toute l'équipe et des partenaires avec lesquels on travaille. Vous inviter autant que possible, si vous le pouvez, à remplir le formulaire donc, de post-évaluation qu'on vous a mis à disposition dans les, le document en ligne sous forme de questions-réponses, hein. La première, parmi les premières URL qui sont indiquées en haut de cette interface ici, c'est pour nous permettre de collecter vos retours sous forme de questionnaire. Donc on vous invite fortement à répondre à nos questions, si vous le pouvez, et puis à revenir vers nous, que ce soit Jean-Marc, les différentes personnes qui ont été mentionnées, ou la boîte mail contact de PlanteNet que vous pouvez facilement retrouver sur le site web. Si vous avez des questions ou des intérêts à, je dirais, pouvoir vous impliquer dans une démarche collective qui est celle qu'on mène. Écoutez, je vous remercie. Je vous prie de vous excuser pour le léger retard qu'on a pris, mais j'espère que si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous avez trouvé ça tout